Bon, on va aller chercher ces créatures maléfiques que j'ai soi-disant libérées. Avant qu'on ne parte, on va peut-être les identifier si ça ne te dérange pas. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Fullmetal Alchemist? On s'était déjà penché dessus en présentant le royaume d'Amestris, mais la vidéo remonte et on s'était pas vraiment attardé sur la genèse du manga. Alors on est parti pour un petit retour en arrière. Le manga, on le doit à Hiromu Arakawa, de son vrai nom, Hiromi Arakawa. Et pour ça, on va devoir faire un tour du côté du district de Tokashi, dans la sous-préfecture de Tokashi, dans la province de Tokashi, au pied du mont Tokashi. Tu m'étonnes qu'elle a eu du mal à trouver des noms pour les villes de son univers. Quatrième fille d'une famille de 5 enfants dans une ferme laitière, Hiromu se passionne pour le manga très vite en lisant le Weekly Shonen Jump et le Weekly Shonen Sunday. Son manga préféré étant Kinnikuman, rebaptisé chez nous Muscleman. Cette passion se transforme en but. Hiromu le sait, plus tard, elle veut devenir mangaka. Une fois un diplôme d'agriculture en poche, elle décide de se donner 7 ans. Alors, pas pour réaliser son rêve de dessiner des mangas, mais plus pour aider ses parents à la ferme pendant qu'elle prend des cours de peinture à l'huile. Les 7 années passent et il est temps pour elle de se donner un nouvel ultimatum. Elle quitte donc la ferme familiale pour Tokyo, en promettant à ses parents qu'elle ne reviendrait qu'une fois sa carrière lancée. Il est temps de quitter le Nisoma, fais-moi confiance. Et montre-moi ce que tu as dans le ventre. En débarquant dans la grande ville, elle incorpore un groupe de douyin et crée avec son ami Zhang Feilang, désolé j'ai pas de photo, Shishi, Jushin and Mu, qui deviendra bien plus tard le manga Hero Tales. En parallèle, elle décroche un boulot, non pas dans le milieu du manga, mais dans celui du jeu vidéo, devant réaliser de courtes bandes dessinées pour le magazine Gamest, en parodiant les jeux présentés dans les pages de leur numéro. Un travail qu'elle signe sous le nom d'Edouard Arakawa. Après ça, elle obtiendra un poste d'assistante pour Eto Hiroyuki, toujours pas de photo, un mangaka connu principalement pour Maoyin Guru Guru, un manga parodiant les univers de RPG. Et enfin, il faudra attendre l'année 1999 pour qu'elle gagne un concours, le 9e 20th Century Shonen Gangan Award, qui lui offre un contrat pour être édité chez Enix. Stray Dog, le one-shot qui lui a permis de remporter la victoire, raconte l'amitié entre un criminel de grand chemin et une petite chienne à moitié humaine. Je suis sûr qu'il y a une remarque traumatisante à faire ici, mais j'arrive pas à voir laquelle. Elle enchaîne l'année suivante avec Shanghai Yomakikai, un bureau de chasseurs de démons dans un Shanghai futuriste. Vous l'ignorez? Et enfin, en 2001, elle lance sa série la plus célèbre à ce jour, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, Fullmetal Alchemist, qui sera d'ailleurs fortement décriée au début, mais qui, au fil des chapitres, saura convaincre de plus en plus de lecteurs. Avant de parler des homunculus, on va devoir parler de celui par qui tout a commencé, Van Honenheim. Tout du moins, c'est sous ce nom-là qu'on le connaît aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est quoi son vrai nom? Il n'a pas vraiment de nom, il est surtout connu comme le numéro 23. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme. Numéro qu'il avait parce qu'il était le 23e esclave d'un alchimiste dans le beau pays de Xerxès, qui est maintenant un beau mais néanmoins caniculaire désert. Rien ne distinguait 23 des 22 esclaves avant lui, et pourtant, par un concours de chance, ou de malchance, c'est selon votre appréciation, il fut choisi comme cobaye pour une expérience alchimique encore jamais vue à l'époque. La concrétisation de tout alchimiste, la création de la pierre de lune, philosophale. Philosophale. Alors, la pierre philosophale, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, et on en reparlera encore, mais ici, elle a beaucoup plus de fonctions que simplement changer le plomb en or. Notons que changer le plomb en or, c'est pas non plus la seule fonction du caillou magique. Ici, la pierre nous permet de faire un peu tout ce qu'on veut sans passer par la loi relativement pénible de l'échange équivalent, même si cette puissance n'est en réalité qu'une illusion. En effet, la pierre philosophale est composée exclusivement d'âmes humaines. Alors dis-moi, selon toi, combien d'âmes vaut la mienne? Une bonne centaine, tout juste. Et ces âmes seront utilisées pour créer les sorts alchimiques, s'épuisant petit à petit jusqu'à leur disparition et celle de la pierre.
Mais revenons à 23, son alchimique de maître et cette expérience visant à créer la pierre. On ne va pas encore jouer avec les âmes pour le moment, puisque l'alchimiste va juste se contenter d'utiliser le sang de son esclave. Et, bien entendu, ça va être demi-échec. La pierre va fonctionner à moitié. Disons que l'expérience va avoir un résultat, mais pas forcément celui de la pierre. Alors qu'il nettoyait le laboratoire, 23 découvrit un flacon avec à l'intérieur une curieuse créature qui répondait au doux nom d'Homunculus. À un moment donné, il faudra vraiment faire une vidéo sur les alchimistes pour expliquer c'est quoi un Homunculus en détail. Faudra un jour, mais de toute façon, moi je vais l'appeler le petit être dans la fiole, parce que quand on voit le complexe de supériorité du bonhomme qui fait la taille d'une pomme, il est bon de lui rappeler sa place. En tout cas, le petit être reconnut en 23 son sang et se lia d'amitié avec l'esclave. Il offrit donc plusieurs choses, la première étant un nom. Parce que l'appeler juste 23, ça va bien 2 minutes. Ah bon, il n'a pas de prénom. C'est donc là qu'il lui propose Theophratus Bombastus Van Honenheim. Un nom qui est beaucoup trop long et qui sera donc raccourci en Van Honenheim. Comme second cadeau, il va lui offrir la connaissance, lui apprenant à lire et à écrire, histoire qu'il puisse s'affranchir de son statut d'esclave, en devenant ainsi l'assistant de l'alchimiste. Et malheureusement, le temps le poussera à s'éloigner de son meilleur ami. Et voilà, le gars monte dans l'échelle sociale et il abandonne les gens qui l'ont aidé. Classique. Non, c'est pas ça, c'est même carrément l'inverse. Puisque l'existence de l'homunculus va arriver jusqu'aux oreilles du roi de Xerxès, qui avait un désir tout particulier, celui de devenir immortel. Encore un. Encore? Non mais c'est une marotte. Et donc, l'homunculus, en tant que bon serviteur, utilisa ses connaissances pour créer un rituel visant justement cette immortalité. Il créa donc un cercle d'incantation à travers tout le pays, laissant les objectifs secrets, à savoir que les points importants du cercle devaient être des bains de sang, littéralement, et plaça le roi en son centre. Cependant, c'était un piège. En effet, le centre n'était pas là où se tenait le roi, mais là où se trouvait le petit monstre dans sa bouteille, à savoir dans les mains de Van Honenheim. S'ensuivit alors la disparition du pays et de tous ses habitants, n'en laissant dès lors plus que deux, Hohenheim et la petite crotte qui avait à présent forme humaine. Nos deux hommes étant devenus immortels, et l'ancien esclave ayant en plus acquis le statut de pierre philosophale humaine, son âme se partageant avec toutes les autres âmes des défunts. Je suis mort, ainsi que tous les autres qui partagent ce corps avec moi. Il fut recueilli par la nation de Xing, un peu plus à l'est, avec qui il partagea ses connaissances alchimiques, avant de parcourir le monde durant plusieurs siècles. Oui, avec le concept d'immortalité, les ellipses temporelles, elles sont pas petites. Il finira sa course à Amestris, où il rencontrera Trisha Elric, avec qui il aura 2 enfants, Édouard et Alphonse. Mais comme tout immortel face à ses êtres proches, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'il meure, alors que lui allait rester jeune et fringant. Tu devras malheureusement goûter à l'amertume de la mortalité. Que ce soit par les dégâts du temps ou par l'épée, Aragorn mourra. Faisant des recherches sur un moyen quelconque d'inverser son immortalité, il découvrit que son vieil ami était toujours en vie. Normal pour un immortel, me direz-vous, semblait toujours se trouver à Amestris et qu'il prévoyait de faire un mauvais coup. C'était là la meilleure option pour que notre alchimiste quitte sa famille sans avoir à supporter leur mort, en cherchant un moyen d'arrêter la petite vermine dans sa flasque. Par contre, on est bien d'accord qu'une pierre philosophale, ça contient toutes les âmes sacrifiées pour la créer. Oui. Et on est d'accord que Hohenheim, il est une pierre philosophale. Oui. Comment il arrive à vivre avec autant d'âmes dans son esprit? Imaginez que mon esprit soit la somme des molécules d'eau de ce verre. Pour me reconstituer à l'identique, il faudrait pouvoir les transférer toutes dans la bonne configuration. Mais encore faudrait-il les retrouver. Tout simplement parce que Hohenheim a pris le temps de discuter avec chacune des âmes, et à les séparer avant de se faire consumer par elles. Il connaît ainsi personnellement chaque âme qui le compose, sans exception. Les 536 329 âmes, exactement. Balèze. Il faut dire qu'en tant que némésis de l'abomination dans sa gourde, il en est le parfait opposé. Et comme on va le voir un peu plus tard, l'homunculus est défini par les 7 péchés capitaux. Ce qui définit donc Hohenheim, ce sont les 7 vertus cardinales. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a fort longtemps dans la vidéo sur le purgatoire. Ainsi, son amour pour Trisha, jusqu'à sa mort et même au-delà, font de lui quelqu'un de chaste,
Il n'abuse pas de son pouvoir, ce qui lui donne la tempérance. Il est prêt à se sacrifier pour le bonheur des autres, la charité. Il ne réchigne pas devant le fait de retrousser ses manches, la diligence. Et ce, même si ça prendra énormément de temps, la patience. Il aide les autres sans rien attendre en retour, la gentillesse. Et enfin, il ne se considère pas comme supérieur aux autres, l'humilité. Mais justement, puisqu'on n'arrête pas de parler de l'homunculus, il est temps de s'attarder sur son parcours. Le premier homunculus, qui se fait appeler Père, mais qu'on va continuer d'appeler par des petits noms disgracieux, a été créé d'une part grâce à Hohenheim, et de l'autre grâce à l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, principalement parce que on voit jamais que son œil. Il apparaît lors d'une transmutation humaine, donc par la création d'une pierre philosophale, ou quand deux gamins inconscients tentent par tous les moyens de faire revenir leur mère décédée. Et il est tout à fait possible qu'il représente l'alchimie à l'état brut. Bon, on va pas vraiment revenir sur le parcours de notre gnome dans sa canette de sa création à l'acquisition de son immortalité, puisqu'on en a déjà parlé dans la première partie. Donc, nous avons un être immortel, mais pour lui ce n'est pas encore assez. Il en voulait plus, il voulait acquérir le pouvoir des dieux. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Faut dire qu'avoir autant de connaissances sur l'alchimie, mais être incapable de l'utiliser dû au fait qu'il était un microbe dans une burette, ça a dû légèrement l'agacer. Abandonné par son partenaire parti à l'est, c'est donc tout naturel que l'homunculus est allé vers l'ouest, à la recherche d'une belle terre toute neuve à sacrifier. On se refait pas. Il trouva donc un lopin de terre avec quelques habitants qui très vite suivirent cet alchimiste tel un prophète. Il apprit ainsi l'alchimie à ses disciples, mais craignant que cette alchimie se retourne contre lui, il préféra disparaître sous terre pendant quelques siècles, laissant ses disciples évoluer en nation, et cette nation, c'est Amestris. C'est quand même bien fait. Alors, même s'il n'était plus présent et devenu juste une vague légende connue sous le nom de philosophe de l'Orient, ce n'est pas pour autant qu'il ne tirait pas les ficelles depuis sa cachette, organisant les événements pour recréer le fameux cercle de transmutation, cette fois-ci à une taille encore plus grande. Et il a fait ça comment ? En gros, il a créé une dizaine de conflits sanglants à des points stratégiques sans que personne ne sache réellement quel était son plan. Faut dire, les seules personnes à savoir comment on fait une pierre philosophale sont l'homunculus, Hohenheim qui se balade Dieu sait où, et le roi de Xerxès, qui est décédé. Et durant ces années, le comportement de notre bestiole dans sa cruche va considérablement changer. Un comble de perdre peu à peu son humanité en gagnant un corps. Create a new era. One that cowers to my will. S'il est dans cet état, c'est en partie parce qu'il se serait purgé des 7 péchés capitaux qui le caractérisaient, en créant ses enfants. Mais en y regardant de plus près, je suis pas sûr que ça a été efficace. Oh, je connais cette musique. Le type désire devenir un être parfait, ce qui correspond à la luxure. Il dévore les âmes comme un hamster bouffe une carotte. Donc, la gourmandise, elle est toujours un peu là. Il cherche le pouvoir absolu, ce qui est un peu de l'avarice. Il laisse les autres faire tout le boulot à sa place, se contentant de garder son cul sur son siège façon Thanos. Donc, paresse. Il pète une durite quand on lui résiste. Voilà, niveau gestion de la colère, ça se pose là. Il considère les humains comme des fourmis. On est autant dans l'orgueil que dans le préjugé. La fourmi n'est pas en conflit avec la botte. Et malgré tout, ce qu'il recherche, c'est une famille. Donc, envie. On est clairement devant un champion du monde. Et puisqu'on parle de famille, on va parler de ses enfants. Comme on l'a dit, pour se purger de ses péchés, Père a créé à son tour 7 homunculus, à partir de sa propre pierre philosophale, et pour la majeure partie des cas, d'un humain. Il n'y en a que 2 qui n'entrent pas dans cette catégorie. Envie, dans un premier temps, qui ressemble à ce truc dont même la mythologie grecque n'aurait pas voulu, et Pride, qui est juste l'essence du péché à l'état pur. D'un autre côté, un homunculus peut juste être basé sur un humain, ou être carrément un humain qui a fusionné avec la pierre philosophale. Mais pour le coup, pas sûr que ça fonctionne. En effet, lors de la fusion, les 2 esprits s'affrontent, celui de la pierre et celui de l'humain. Et c'est dans le cas où les humains gagnent le duel que l'homunculus est créé. Et ça a combien de chances d'arriver ? On n'est clairement pas sur du 50-50, mais c'est pas non plus le plus pratique, puisque une fois que la pierre aura épuisé toutes ses âmes,
il en résultera la mort de l'humain. Alors que dans le cas d'un humain artificiel, on n'a pas tous ces problèmes. Oui, c'est très moyen. Mais justement, puisqu'il y a 7 enfants, on va les passer en revue. Et pour faire ça, on va les faire dans l'ordre inverse des terrasses du purgatoire de Nantes. Mais pourquoi? Parce qu'il faut bien en définir un et que ça me permet de mettre les femmes d'abord. Donc lust, la luxure. La seule homunculus qui est, comme on pourrait s'en douter, une femme fatale. Littéralement fatale, quand on voit à quel point elle veut tuer des gens. Parce que, contrairement à plusieurs de ses frangins, son don ne la caractérise pas forcément. Elle est plus une incarnation du désir pour les autres qui vont la trouver certes très jolie, mais elle ne semble pas tellement attirée par les plaisirs charnels. Ça doit sans doute venir du fait qu'elle déteste les humains, les considérant comme inférieurs, fragiles, prévisibles et insensés. Ce qui fait qu'elle est également une grande manipulatrice. La seule exception reste pour l'homme qui a réussi à lui ôter la vie, Roy Mustang, qu'elle a reconnu comme étant digne de la tuer, en espérant qu'il souffre quand même pour l'avoir fait. Faut pas déconner non plus, mais notons le fait amusant qu'elle meurt dans les flammes. Et pour quitter la terrasse de la luxure dans le purgatoire, il faut aussi traverser des flammes. Tout est lié, et ça va être pareil pour les autres. Côté pouvoir, Lust est capable d'allonger ses ongles tel un Dalsim de Street Fighter pour se battre à distance, ainsi que cette étrange capacité similaire à Jean-Claude Van Damme. I can crush a walnut with my butt. Sauf qu'elle le fait avec sa... L'esprit est plus puissant qu'une belle paire de... C'est un talent comme un autre. Bref, Lust, malgré son nom, a aussi un côté très maternel avec l'homunculus qui l'accompagne le plus souvent, glutonie, la gourmandise. Comme on l'a dit, certains homunculus sont plus caractérisés par leurs péchés que d'autres, et c'est le cas de notre bon vivant dont la plus grande passion est de manger, et si possible un humain. Parce que c'est meilleur, je suppose. Mais au moins il demande la permission avant. En Carbélide, on m'a appris à pas tripoter le pain du voisin, déjà. Il la demande aux gens? Non, il la demande à Lust, ce qui permet une menace du genre « tu fais ce qu'on dit ou tu termines en casse-croûte ». Mais contre toute attente, Gluttony semble également être le plus gentil des homunculus, respectant même les humains. Mais tu viens de dire qu'il les mangeait. J'ai connu mieux comme respect. Oui, mais c'est tellement un enfant qu'il ne comprend pas qu'en mangeant les humains, il les tue. Et c'est d'ailleurs là son principal pouvoir. Ouvrir son ventre et aspirer tout ce qui bouge pour rassasier sa faim. Mais ce n'est pas non plus sa seule capacité, puisqu'il est en réalité une expérience cachée, devant être une porte pour que Père puisse accéder à son pouvoir suprême, sans avoir à faire le cercle d'incantation, ce qui fut un échec. Ça c'est con! Et il finira lui-même mangé par l'un de ses frères. Triste ironie. Et encore une référence à l'enfer de Dante, où les gourmands sont mangés par le Cerbère. On va donc passer à Grid. Grid, la cupidité, est aussi plus compliquée, puisqu'il existe 2 versions du personnage, la première mourant également de la main de son père. Faut dire, son niveau d'arrogance est tel que, même à l'agonie, en train de fondre dans une cuve d'or liquide, il arrive encore à narguer son meurtrier. Grid est lui aussi victime de son péché, étant d'une avarice sans commune mesure, voulant tout. Tout à quel niveau? Absolument tout. Ce type veut juste tout posséder. Par contre, c'est aussi potentiellement parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que ce que l'avarice provoque chez lui, c'est un sentiment de supériorité. Et surtout, ça fait de lui un leader charismatique. À tel point, et c'est assez étonnant pour le souligner, qu'il est capable de se battre pour ses fidèles. Parce qu'au final, ce que veut réellement la cupidité, ce sont des vrais amis. Là, je t'ai révélé tous mes secrets. Sa renaissance, en prenant le corps d'un prince de Xing, va nous montrer que si le caractère de Homunculus reste, sa mémoire par contre est réinitialisée, à moins qu'un traumatisme ne la fasse ressurgir. C'est avec ce changement que nous avons la référence à Dante, 10e bolge du 8e siècle, qui dit que les voleurs doivent prendre le corps d'autres pêcheurs. Niveau de ses capacités, il possède un bouclier intégral, réputé pour être impénétrable, mais qu'il n'apprécie que moyennement utilisé, car il masque son magnifique visage. Je voudrais lui enlever son visage. Ce qui nous amène à Sloth, la paresse, qui est sans doute l'homunculus dont on va le moins parler. Parce que la flemme. Non, parce qu'on sait pas grand chose sur lui, vu que c'est l'un des moins présents dans l'histoire. Et faut dire, on peut le comprendre, puisque même vivre est un effort insoutenable pour lui. Mais d'un autre côté, il ne s'arrête jamais de travailler. Alors,
Ça peut sembler paradoxal, mais en réalité, il y a un sens. Il estime qu'une fois sa tâche accomplie, il pourra enfin se reposer. Et il termine vite son boulot? Alors, le boulot qu'il fait quand on le rencontre, c'est de creuser un tunnel circulaire à travers tout le pays, en vue du cercle de transmutation. Depuis, on sait pas combien d'années, autant dire qu'il s'est fait carotte par les deux bouts. Mais bon, c'est épuisant de réfléchir aussi. Et du coup, on a là notre référence à Dante et son purgatoire, où les paresseux doivent travailler sans relâche pour passer la porte. C'est si pénible que je pourrais en mourir. On se retrouve donc avec Wrath, la colère, le plus jeune des homunculus, et celui qui a pris la position de fureur d'Amestris, sous l'identité de King Bradley. Oui, King c'est son prénom, pas son titre. Ça m'a aussi perturbé la première fois. La première caractéristique que l'on peut lui trouver, c'est les deux visages qu'il présente, étant tantôt une personne douce et calme, tantôt une bête déchaînée qui apprécie particulièrement de transformer les intestins des autres en sauce bolognaise. Cette double personnalité peut s'expliquer par le fait que sa vie est millimétrée pour que le plan du papounet se déroule comme prévu. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Et on va pas se mentir, un dirigeant qui tape constamment du poing sur la table et qui massacre tout ce qui fait un pet de travers, ce serait relativement mal vu. Cependant, il a pu faire des choix dans sa vie, et chose assez surprenante, il a décidé de se marier avec une humaine, et il aura même un fils. Enfin, presque un fils. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Et cette relation est sans doute due en partie à sa nature humaine, car oui, Wrath est un humain à la base, à qui on a injecté une pierre philosophale. Ce qui fait également de lui l'homunculus le plus faible. Rappelez-vous, on a dit que pour utiliser des sorts, ils épuisaient les âmes de leur pierre philosophale. Sauf que Wrath, des âmes, il n'en a qu'une, la sienne. Donc il ne peut pas se régénérer, par exemple. Ce qui explique pourquoi il finit manchot des deux bras, qui est aussi une référence à Dante. Au final, son seul pouvoir est la précognition que l'œil caché sous son bandeau lui procure. Mais pour avoir un coup d'avance sur moi, monsieur le secrétaire, ce sont les deux yeux qu'il faut ouvrir. Dernier détail sur notre colère, il est amusé de voir les frères Elric mettre des bâtons dans les roues de son père, tant il est plaisant pour lui de voir un plan si bien rodé se retrouver bloqué par 2 grains de sable. On va donc passer à notre pénultième homunculus, Envie. Qu'on me donne l'envie. On a déjà fait la blague. Envie, c'est l'un des 2 homunculus qui n'est pas basé sur une forme humaine, mais ici sur celle d'un gros chien. D'un très gros chien. Dans le genre, je voudrais pas aller le promener. La chose à savoir, c'est que cette forme n'est pas anodine, puisque le chien est un symbole de l'envie et de la jalousie, comme le montre cette vidéo. Mais pourquoi elle l'a pas fait pour chaque péché? Ça aurait pu être cool. Parce que, ok, ça nous aurait donné un ours pour la colère, mais l'avarice serait une grenouille et la luxure une vache, ce qui est de suite vachement moins de prestige. Notons aussi que ce toutou est vert. Là encore, ce n'est pas une coïncidence, puisque c'est aussi la couleur symbolisant l'envie. D'ailleurs, ne dit-on pas être vert de jalousie? Je suis très fort. Oui, lui aussi c'est pour ça qu'il est vert. Pour en revenir à Envie, il n'est pas si envieux que ça en réalité. On pourrait penser que c'est une erreur, mais en réalité, il est victime de Schadenfreude. Ça se dit pas Sigmund Freud? Non, ici c'est Schadenfreude, que l'on pourrait rapidement traduire par joie malsaine, ou le fait de rigoler du malheur d'autrui. Par exemple, si vous avez rigolé au moment de cet extrait, eh ben vous avez fait de la Schadenfreude. Et d'une certaine manière, la Schadenfreude est liée à l'envie. Ce qui tombe bien puisque Envie a été créée pour perpétrer quelques massacres ici et là. Enfin, je dis ça tombe bien, mais en réalité, on ne sait pas s'il a cette caractéristique pour faire les génocides, ou si ce sont les boucheries qui ont développé ce trait de caractère. Envie finira par avoir les yeux brûlés à plusieurs reprises. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi c'est une référence au purgatoire, où les envieux se retrouvent avec les paupières cousues. Et comme pour l'avarice, il finira par mourir en comprenant qu'il était en réalité jaloux de l'amitié qu'ont ses ennemis. Les humains peuvent se tromper, ou tout simplement être découragés, mais ils se relèvent toujours pour lutter, et s'entraident pour se relever. Ce qui nous permet enfin de passer au dernier, Pride, l'orgueil, celui qui n'a pas de forme humaine, mais plus celle d'une grosse masse noire composée d'yeux et de bouche, avec une taille pouvant varier car, comme l'ombre, elle dépend de la lumière. Donc oui, pour le battre, il suffit de l'enfermer dans le noir. Ce qu'ils vont faire d'ailleurs durant un temps,
l'enfermant dans un dôme de terre, comme dans le premier cercle du purgatoire. Tu te souviens de ça? Non, mais au bout d'un moment, il y a des références de partout, alors... Cependant, il possède bien une autre forme, celle d'un réceptacle qui lui permet de se déplacer. Selim Bradley, fils de King Bradley, soit la colère. Une relation assez amusante puisque le plus âgé des deux, c'est le gamin. De près de 2 siècles quand même. Gray était en visite à Eton. Et le jeune homme, c'était moi. Ce qui fait que ces 2 homunculus ont une bonne relation. Ce qui est assez exceptionnel puisque Ras est rarement vu avec ses autres frères. Et Pride n'en a absolument rien à carrer de personne. On est tous des pions dans sa main. En cela, il est d'ailleurs le plus proche de son père. Enfin, je veux dire de son vrai père, pas de son faux père qui est en réalité son frère. Ayant donc son orgueil au maximum, il cherchera toujours des excuses pour justifier ses mauvaises actions, car il ne supporte pas qu'on lui fasse remarquer que non, tuer des gens, c'est pas bien. Il a aussi une grande tendance à minimiser les risques ou les conséquences que ses actions pourraient avoir sur autrui, tant que ça lui est profitable. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous? Cependant, Pride est aussi très proche de sa mère. Sa fausse mère, la seule personne qu'il a jamais aimée, et il est d'ailleurs le seul homunculus encore en vie aujourd'hui, vivant avec elle, sans aucun souvenir de son passé. Et c'est donc ça que j'ai libéré. Ouais, maintenant tu peux prendre ton sac. On est parti pour un voyage inattendu. Je pars pour une aventure! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.